lequel on va exprimer sa pensée, alors on va dans la recherche. Est-ce qu'on parle pour parler ou on parle parce qu'on a quelque chose de pertinent à dire? Alors, il faut donc développer des qualités de recherche. La recherche. Aller chercher dans un sujet donné, qu'est-ce qui peut être pertinent pour développer le bien fondé de ma pensée. Lorsque j'ai recherché cela, je dois classer, savoir organiser mes idées. Alors, de quelle façon est-ce que je dois organiser mes idées? Est-ce que je dois organiser mes idées selon l'ordre, c'est-à-dire chronologique, ou est-ce que je dois organiser mes idées en fonction de la force des arguments? Est-ce que je dois partir de l'argument le moins fort ou l'argument le plus fort, de l'argument du plus fort, de l'argument le moins fort, ou je dois équilibrer? Et moi, ce que j'ai recommandé, je recommande l'ordre nestorien des arguments, qui consiste à placer un argument plus fort au début, l'argument le plus faible au milieu, et un argument encore plus fort à la fin. Pourquoi? Parce que la première impression qu'on donne à un public est forte. La dernière impression, encore plus. Alors, lorsqu'on n'a pas beaucoup à dire, c'est mieux de cacher cela au milieu, et bien évidemment, le discours passera comme le beurre dans la poêle. Et bien évidemment, quand on quitte là, on va à la structure du discours. Comment structurer son discours? En général, le discours commence par l'exhorte. On doit captiver l'attention de ceux à qui on parle. Quand on a captivé l'attention, on s'est attiré les faveurs, on a mis son public en confiance, on passe à la narration, on revient aux faits, tout ce qui est nécessaire de savoir avant de passer à la réfutation, à l'argumentation et puis à la péroraison. Je vous assure, c'est des techniques qui seront importantes seulement si vous, non seulement vous quittez de la théorie ou la pratique, mais vous essayez de les pratiquer. Pour venir à l'argumentation, il est important de faire le distinguo fondamental entre un argument principal, un argument secondaire, une autorité qui vient soutenir l'argument, la citation, un article de loi, la conclusion. Donc ça doit être vraiment dissocié, il faut discerner, voir la différence qu'on peut faire autour de cela. Et la péroraison est quelque chose d'assez fort, ce que nous appelons en débat canadien la cristallisation. Ça permet de laisser la dernière impression à la personne à qui on parle, et bien évidemment de parler non seulement à son cerveau, mais surtout à son cœur. Au-delà du tout, on doit passer au logos. On a lithos. Lithos dans la mesure où les orateurs sont des charmeurs. Les orateurs sont des dragueurs. Les orateurs sont des personnes qui ne se limitent pas seulement à la science. Lithos amène à questionner l'orateur en lui-même comme argument d'autorité. Donc, est-ce que celui qui est en train de prendre la parole en lui-même, est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce qu'il a les mœurs qui peuvent être reconnues comme les mœurs qui sont acceptées de tous? Voilà autant de points que j'ai essayé de développer dans le livre. Et bien évidemment, vous avez la prononciation, les pauses. Vous avez tous ces points qui contribuent à séduire son auditoire. Et lorsqu'on quitte de là, il faut émouvoir les personnes à qui on parle. Et la meilleure façon d'émouvoir, c'est de maîtriser autant qu'on le peut les figures de style, les figures d'amplification du discours, mais également des figures qui améliorent la qualité, le style, qui permettent d'apporter son auditoire dans une extase et de
permettre que la cause pour laquelle on est en train de se battre puisse triompher. Donc voilà, selon moi, les points majeurs que j'ai développés dans environ 6 chapitres. Mais je suis revenu sur les perspectives québécoises, les perspectives françaises et les perspectives africaines. Ce que j'aimerais dire là-dessus, le débat parlementaire en lui-même constitue une technique d'apprentissage de l'art oratoire. Parce que vous voyez, que ce soit Octave, Gabriel ou moi, nous avons appris l'art oratoire à travers le débat structuré. Octave et le débat structuré du style français, Gabriel et moi, le débat structuré du style canadien. Mais ce que j'aimerais dire concernant ça, le débat structuré du style canadien, sans revenir sur les détails, ce dont semble être pour moi le système qui m'a le mieux formé. Parce que quand j'ai commencé à débattre, l'un de mes points faibles, c'était le fait que je n'avais pas beaucoup de structure. Mais quand j'ai maîtrisé la structure, je me suis grandement amélioré. Et le système de débat à la canadienne permet de développer des arguments forts, parce qu'on travaille longuement l'art de la construction des arguments. Comparé au système à la française, qui est très formel, où parfois c'est des effets de touche, parfois c'est de la rhétorique, parfois pour de la rhétorique. Mais je ne veux pourtant pas dire que la rhétorique est mauvaise. Il faut savoir la canaliser, il faut savoir l'orienter. Et je dirais même que le système de débat français est parfois influencé par des courants politiques et des courants philosophiques. Et je me souviens, quand nous étions en France, à la Sorbonne, lors de la finale du championnat du monde du débat. Dans une finale du championnat du monde du débat, j'avais cité dans mon discours un président français, Nicolas Sarkozy, je crois que c'était 2 ou 3 fois, Gabriel. Oui, c'était 2 ou 3 fois. Lors de la rétroaction du jury, le professeur Nicolas Molfesis de l'université Azas m'a dit, écoute, si tu veux gagner à la Sorbonne, ne sais plus jamais Nicolas Sarkozy. Ne sais plus jamais Nicolas Sarkozy. Oui, il avait raison, dans le sens que peut-être il était un membre du jury tout-puissant, mais je pense qu'il avait tort dans la mesure où le débat c'est juste un jeu d'arguments. Il aurait pu juger la profondeur de l'argument que j'apportais et non